Fermez les yeux. Laissez votre souffle ralentir. Laissez le poids de la journée glisser loin de vous. Ce soir, nous allons descendre dans un royaume. Pas à la hâte, pas dans l'urgence, mais lentement, avec précaution, comme on traverserait des ruines au crépuscule, en s'attardant sur ce qui demeure, ce qui a été perdu, ce qui résonne encore dans les salles désertées. Hollow Knight est un jeu qui parle d'un royaume déchu, d'une civilisation qui a cru pouvoir défier l'éternité et qui s'y est brisée. Des formes que prend la perte quand elle s'installe lentement, quand un royaume ne s'effondre pas d'un seul coup mais s'érode, morceau après morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des fantômes et des souvenirs. Nous allons arpenter ces ruines ce soir, ces vérités les plus tristes, ces détails les plus déchirants, et les petites tragédies que Tim Cherry a tissées dans chaque recoin d'Hollow Nest. Non pas pour vous attrister, mais pour honorer ce qui a disparu, pour se souvenir, pour accueillir le poids de tout cela avec la douceur que permet le sommeil. Certains de ces faits vous seront familiers, d'autres seront nouveaux. Tous sont fidèles au lore du jeu, méticuleusement vérifiés, racontés avec respect. Et entre chacun d'eux, nous ferons une pause. Nous respirerons. Nous laisserons la tristesse se poser sans nous y noyer. Avant de commencer, j'aimerais m'adresser directement à vous. Si vous êtes là, à écouter ceci, c'est que vous aimez Hollow Knight assez pour vouloir vous endormir bercé par ses vérités les plus sombres. C'est un genre d'amour bien particulier, celui qui ne détourne pas le regard devant la douleur, qui trouve la beauté dans la tragédie, qui comprend que les histoires tristes peuvent être réconfortantes à leur manière. Si cette vidéo vous aide à trouver le sommeil, si ces faits sur un royaume déchu rendent que votre nuit un peu plus douce, je vous serai reconnaissant de vous abonner. Pas pour le chiffre en soi, mais parce qu'il existe d'autres personnes qui ont besoin de ce type de contenu sans savoir qu'il existe. S'abonner les aide à le trouver. Cela dit à l'algorithme que les vidéos lentes, mélancoliques, soignées, sur les jeux qu'on aime, méritent d'exister. Et si un fait en particulier vous touche, si quelque chose résonne d'une façon qui compte, laissez un commentaire. Un mot suffit. Le nom d'un personnage. Un lieu. Ces commentaires sont lus, chacun d'entre eux, et ils comptent bien plus que n'importe quelle statistique. La vidéo sera là que vous fassiez tout cela ou non. Mais si vous restez, si vous revenez, j'espère que ce sera le cas. Maintenant, descendons ensemble dans Hollow Nest. Laissez-moi vous raconter l'histoire du royaume le plus triste jamais bâti. Le roi Pâle a fondé Hollow Nest en offrant aux insectes le don de la pensée. Avant lui, ils n'étaient que des créatures d'instinct, gouvernées par des réflexes primitifs, vivants mais pas conscients. Il est arrivé être supérieur et sa lumière leur a donné la réflexion, la conscience de soi, la capacité de bâtir une civilisation. Ce don n'était pas gratuit. La lumière du roi Pâle a arraché les insectes à la radiance, une ancienne déesse papillon de nuit qui régnait par les rêves et l'instinct. Les insectes l'ont oublié et ont choisi la clarté du roi Pâle plutôt que son unité tiède et inconsciente, et elle ne l'a pas pardonné. L'infection qui a fini par détruire Hollow Nest était la vengeance de la radiance. Elle s'est insinuée à travers les rêves, à travers cet espace où elle existait encore dans la mémoire ancestrale des insectes, et elle les a ramenés à elle, non pas vers l'instinct, mais vers quelque chose de pire, un état corrompu entre la pensée et l'absence de pensée, où ils se souvenaient juste assez pour souffrir. Chaque insecte infecté dans Hollow Nest est une tragédie en soi. Ce ne sont pas des monstres, ce sont des citoyens, des êtres qui avaient une vie, des pensées, des liens, désormais piégés dans un état de souffrance perpétuelle, l'esprit écrasé par une lumière orange et une rage aveugle. Le roi Pâle savait que cela arriverait. Pas les détails, peut-être,
Mais il savait qu'arracher les insectes à la radiance aurait des conséquences. Il a choisi de le faire quand même, parce qu'il croyait que la conscience valait le prix à payer. Il croyait que la pensée, la civilisation, la capacité de choisir avaient plus de valeur que la paix de l'instinct. Peut-être avait-il raison, mais le prix, ce fut tout. Le Hollow Knight était la solution du roi pâle face à l'infection. Un réceptacle né du vide, élevé pour être vide, entraîné à contenir la radiance en lui et à la sceller pour l'éternité. Le plan était parfait en théorie. Un être sans esprit à infecter, sans volonté à briser, sans penser que la radiance puisse corrompre. Mais le Hollow Knight n'était pas vide. Le plan du roi pâle a échoué à son niveau le plus fondamental, parce que le réceptacle qu'il avait choisi, fait de celui qu'il avait élevé, entraîné et dans lequel il avait enfermé la radiance, avait développé un esprit, des pensées, des sentiments. On le sait grâce à un unique souvenir accessible avec le clou des rêves. Dans le palais blanc, au bout du chemin de la souffrance, tout au fond, se trouve un souvenir du roi pâle et du Hollow Knight enfant. Le roi est là, et le petit réceptacle lève les yeux vers lui. Et le succès que l'on obtient en assistant à cette scène s'appelle « Saut de la chaîne ». Le Hollow Knight a levé les yeux vers son père. Il a eu une pensée, un sentiment, un instant de connexion. Il n'était pas creux. Et le roi pâle a su, à cet instant précis, que son plan avait déjà échoué. Mais il l'a scellé quand même. Il a pris cet enfant, cet être qui avait développé de l'amour, de la loyauté, ou une forme d'attachement envers lui, et il l'a enfermé dans le temple de l'Uf Noir avec une déesse qui hurlait dans son esprit. Le Hollow Knight est resté là pendant une durée inconnue, des années, sans aucun doute, des décennies peut-être, seul dans l'obscurité, avec la radiance qui déchirait son esprit de l'intérieur, qui s'infiltrait lentement à travers les fissures qui n'auraient pas dû exister, les pensées et les sentiments qui auraient dû être absents. Quand vous affrontez le Hollow Knight, il tient à peine. Ses mouvements sont erratiques, désespérés. Au milieu du combat, il commence à se poignarder lui-même, essayant de contenir la radiance, essayant d'accomplir sa mission même dans l'échec. Il essaie encore d'être ce pourquoi il a été créé, même si c'est impossible, même si c'est une agonie. Si vous possédez le cœur du vide et remplissez les bonnes conditions, Hornet intervient dans le combat. Elle immobilise le Hollow Knight et vous pouvez le frapper avec le clou des rêves pour pénétrer dans son esprit et affronter directement la radiance. À cet instant, le Hollow Knight est libéré. Pas sauvé, mais libéré. Délivré d'un fardeau qu'on n'aurait jamais dû lui imposer. Le thème musical du Hollow Knight s'appelle Sealed Vessel. C'est l'un des morceaux les plus beaux et les plus déchirants de la bande-son. Il est tragique, funèbre, et il accompagne un combat où vous êtes essentiellement en train d'achever par miséricorde un être qui souffre seul dans le noir depuis plus longtemps que l'on peut imaginer. Le roi pâle avait d'autres enfants, des milliers, et les réceptacles n'étaient pas un essai unique, mais une production de masse, un projet à l'échelle du royaume entier pour créer l'être vide parfait. L'abîme est le lieu de naissance des réceptacles. Le roi pâle et la dame blanche, sa reine, ont eu des enfants ensemble. Mais ce n'étaient pas des enfants ordinaires. Ils ont été jetés dans l'abîme, dans le vide, pour être transformés, pour être rendus creux. La plupart sont morts. L'abîme est rempli de cadavres de réceptacles ratés, de petites coquilles brisées empilées les unes sur les autres, une fosse commune des enfants rejetés du roi pâle. Les réceptacles qui ont survécu à l'abîme ont été mis à l'épreuve. Ils devaient se grimper, prouver qu'ils étaient assez forts, assez vides, assez dignes. La plupart ont échoué à cette épreuve aussi. La cinématique du lieu de naissance vous le montre.
de petits réceptacles essayant d'escalader, tombant, mourant, tandis que le roi pâle observe d'en haut. Le Hollow Knight a réussi l'ascension, le chevalier aussi, le personnage que vous incarnez. Mais le chevalier a été laissé derrière, jugé imparfait, non choisi. Il est retombé dans l'abîme et le roi pâle a scellé la porte, piégeant tous les réceptacles ratés à l'intérieur. Le chevalier s'est échappé d'une manière ou d'une autre, a quitté Hallownest entièrement et a erré dans les terres désolées au-delà du royaume pendant une durée inconnue. Il n'en garde aucun souvenir. Il revient à Hallownest sans savoir pourquoi, attiré par quelque chose qu'il ne comprend pas. Le chevalier est l'enfant rejeté du roi pâle, revenant dans un royaume qui ne se souvient pas de lui, pour réparer un problème qu'il n'a pas créé, pour accomplir une mission pour laquelle il n'a jamais été choisi. Ornette est la fille du roi pâle, mais pas un réceptacle. Elle est née de l'union du roi pâle et d'Hera la bête, la reine de Nid Profond, dans le cadre d'un marché. Hera a accepté de devenir une rêveuse, d'aider à sceller le Hollow Knight, en échange d'un enfant. Ornette n'est pas du vide. Elle est vivante d'une façon que les réceptacles ne le sont pas, avec des pensées, des émotions et une voix. Elle est aussi seule. Sa mère dort, peut-être pour toujours. Son père est mort. Son frère, le Hollow Knight, est scellé et souffre. Elle garde les ruines du royaume, combat quiconque y pénètre, les met à l'épreuve. Elle cherche quelqu'un d'assez fort pour mettre fin à tout cela, pour réparer ce que son père a brisé, et pour libérer son frère de son tourment. Quand vous affrontez Ornette pour la seconde fois au bord du royaume, elle ne cherche pas à vous tuer. Elle vous met à l'épreuve, s'assure que vous êtes assez fort pour ce qui vous attend. Et quand vous gagnez, elle vous reconnaît, vous appelle « petit fantôme » et vous laisse passer. Ornette sait ce que vous êtes. Elle sait que vous êtes un réceptacle, l'un de ceux qui ont été rejetés, l'un des ratés. Et elle place son espoir en vous malgré tout, parce qu'il ne reste personne d'autre. Dans les fins où vous prenez la place du Hollow Knight, Ornette est là. Elle essaie de vous arrêter, réalise ce que vous êtes sur le point de faire, et elle crie « Non !» tandis que la porte se scelle. Vous venez de vous condamner au même sort que votre frère, et elle doit assister à cela une deuxième fois. Dans la fin des Frères scellés, Ornette est enfermée dans l'Uf Noir avec vous. Elle est piégée là, dans l'obscurité, avec un frère devenu prison d'une déesse. Elle est vivante, consciente, et elle va rester là pendant très très longtemps. La seule fin où Ornette n'est ni emprisonnée ni laissée seule est la fin plus de rêve, où vous détruisez la radiance complètement. Mais même là, le chevalier meurt, se dissout dans le vide, cesse d'exister. Ornette est libre, mais elle est toujours seule. Les rêveurs sont 3 insectes qui se sont portés volontaires pour sceller le Hollow Knight dans le temple de l'Uf Noir. Hera la bête, Lurien le guetteur et Monomon l'enseignante. Ils sont entrés dans un sommeil éternel, leurs rêves devenant les verrous du temple, empêchant à jamais le Hollow Knight de s'échapper. Ils ont fait cela en sachant qu'ils ne se réveilleraient jamais, en sachant qu'ils renonçaient à leur vie, à leur avenir, à tout ce qu'ils auraient pu devenir pour maintenir un sceau qui était déjà en train de lâcher. Hera l'a fait pour sa fille. Le marché était clair. Elle deviendrait rêveuse en échange d'un enfant avec le roi pâle. Elle voulait que Ornette existe, et elle a payé cette existence de son sommeil éternel. Hera dort dans Nid Profond, dans l'antre de la bête, entourée de son peuple. Mais son peuple est désormais infecté, mort ou transformé en monstre. Le royaume qu'elle a protégé en dormant n'existe plus. Et elle ne le sait pas. Elle dort encore, rêve encore, maintient encore le sceau. Lurien l'a fait par loyauté. Il était le guetteur, le plus dévoué des suivants du roi pâle.
Et quand son roi lui a demandé de dormir pour l'éternité, il a accepté sans hésiter. Son dernier acte avant le sommeil a été de sceller son propre majordome dans la flèche du guetteur avec lui, afin que personne ne puisse l'atteindre, afin que le sceau reste intact. Lurien dort dans sa tour, surplombant la cité des larmes, veillant sur rien. La ville qu'il aimait est en ruine. Le roi qu'il servait est mort. Et il est toujours là, toujours loyal, toujours en train de rêver. Monomon l'a fait par devoir. Elle était l'enseignante, la directrice des archives, et elle comprenait les enjeux. Mais elle comprenait aussi que son sceau faisait d'elle une cible, que quelqu'un viendrait tôt ou tard le briser. Alors elle a créé Oumu, une créature méduse massive, pour la protéger. Et elle a demandé à Kirel, son élève, d'emporter son masque loin, ouah, très loin, pour rendre l'accès à elle plus difficile. Monomon dort dans les archives de l'enseignante, dans la brume du lac, entouré de ses recherches. Tout ce savoir, tout cet apprentissage, et rien de cela n'a pu sauver le royaume. Rien de cela n'a pu empêcher ce désastre. Quand vous tuez les rêveurs, vous ne les tuez pas vraiment. Vous les réveillez, en un sens, vous les libérez de leur sommeil éternel. Mais vous condamnez aussi le royaume, vous brisez le sceau, vous permettez à l'infection de se propager davantage. Vous devez les tuer pour progresser, pour atteindre le Hollow Knight, pour avoir la moindre chance de réparer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas un acte heureux, c'est une tragédie nécessaire. Kirel est l'élève de Monomon. Il a quitté Alonest il y a longtemps, en portant le masque de Monomon, y protégeant son sceau en le gardant loin. Mais il a oublié pourquoi il était parti, oublié ce qu'il protégeait, tout oublié sauf un vague sentiment d'avoir une mission. Il revient à Alonest à peu près en même temps que le chevalier. Vous le croisez tout au long de votre voyage, et il est toujours bienveillant, toujours réfléchi, toujours émerveillé devant les ruines, se demandant ce que cet endroit était autrefois. Quand vous rapportez le masque de Monomon aux archives, Kirel est là. Il se souvient de tout, son enseignante, sa mission, la raison de son départ, et il vous aide à briser le sceau, vous aide à tuer son enseignante parce qu'il comprend que c'est nécessaire. Après la mort de Monomon, Kirel se rend au lac bleu. Il s'assoit là, contemplant l'eau, et il laisse son clou derrière lui. L'implication est limpide, même si le jeu ne le montre jamais explicitement. Kirel a accompli sa mission, et il ne lui reste plus rien pour quoi vivre. Certains joueurs pensent que Kirel ne meurt pas, qu'il pose simplement son clou et s'en va, enfin libre. Mais le symbolisme est pesant, et Tim Cherry n'a jamais confirmé l'une ou l'autre théorie. L'ambiguïté est une tristesse en soi. Mila est une mineuse que vous rencontrez au pic de cristal. Elle est gaie, optimiste, elle chante en travaillant. Elle extrait des cristaux et elle est heureuse de vous voir, heureuse d'avoir quelqu'un à qui parler. Si vous revenez la voir plus tard, après avoir progressé dans le jeu, elle est infectée. La lumière orange brille dans ses yeux et elle mine encore, mais elle ne chante plus. Elle frappe le mur, encore et encore, machinalement. Si vous revenez encore plus tard, elle vous attaque. Entièrement infectée, hostile. Vous devez la tuer ou la laisser là. Il n'existe aucun moyen de la sauver. L'infection la prend, et tout ce que vous pouvez faire, c'est en être témoin. La transformation de Mila est l'un des exemples les plus saisissants de la progression de l'infection. Vous la voyez en tant que personne, vous l'entendez chanter, vous savez qu'elle a une vie et des rêves, et puis vous la regardez tout perdre, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien que l'infection. Sa chanson s'appelle « Trésor enfoui » et elle est lancinante. Les paroles parlent de la joie de découvrir un trésor, du bonheur de la trouvaille.
et elle la chante en creusant sa propre tombe, en succombant à la chose même qui la détruira. Le prophète de mousse est un insecte des landes fongiques qui vénère l'infection. Il la considère comme une bénédiction, un don, un retour à l'unité. Il veut être infecté, voit cela comme une transcendance plutôt qu'une destruction. Il n'est pas infecté quand vous le rencontrez pour la première fois. Il a choisi cela, choisi de vénérer la chose qui détruit le royaume, parce qu'il croit que c'est mieux que l'alternative. Il croit que le don de pensée fait par le roi pâle était une malédiction et que l'infection de la radiance est la liberté. Si vous revenez après avoir vaincu certains boss, il est infecté. Il a obtenu ce qu'il voulait. Et il est juste là, la lumière orange dans les yeux, ne parlant plus, ne prophétisant plus. Il fait partie de l'unité qu'il désirait, et ce n'est pas la transcendance, c'est le néant. La tragédie du prophète de mousse, c'est qu'il a partiellement raison. Le don du roi pâle a bel et bien eu un coup. La conscience implique la souffrance, la conscience de sa propre mortalité, la capacité de ressentir la douleur et la perte. Mais l'infection n'est pas la réponse. Ce n'est pas la liberté, c'est simplement une forme différente de prison. Cloth est une guerrière que vous rencontrez dans les landes fongiques. Elle traverse Hallownest en quête d'aventure, en quête de prouver sa valeur. Elle est amicale, enthousiaste, et elle admire visiblement la force du chevalier. Vous la croisez en plusieurs endroits, et chaque fois elle se bat, se met à l'épreuve, essaie d'être courageuse. Elle parle de son voyage, de son désir d'être une grande guerrière, de trouver son courage. Lors du combat contre le seigneur traître, mais si vous l'avez rencontrée assez de fois, elle apparaît pour vous aider. Elle combat à vos côtés, et elle est véritablement utile, infligeant des dégâts et attirant l'attention de l'ennemi. C'est l'un des seuls moments du jeu où vous avez un véritable allié au combat. Mais Cloth meurt dans ce combat. Après votre victoire sur le seigneur traître, elle est mortellement blessée. Elle vous dit qu'elle est heureuse d'avoir pu aider, heureuse d'avoir été courageuse, heureuse de mourir au combat comme une vraie guerrière. Puis elle meurt, et son corps reste là, dans les jardins de la reine, pour toujours. Cloth voulait être une héroïne. Elle voulait compter, être brave, mourir dignement, et elle a obtenu ce qu'elle voulait. Mais la tristesse demeure. Quelqu'un qui aurait pu vivre et qui a choisi de mourir pour une cause qui n'était même pas la sienne. Si vous ne la croisez pas assez de fois, elle n'apparaît pas dans le combat contre le seigneur traître. À la place, vous la trouvez à Bogville à la toute fin du jeu, et elle est déçue d'elle-même. Elle a le sentiment d'avoir échoué, de ne pas avoir été assez courageuse. Elle a survécu, mais elle considère cela comme un échec. Dans les deux cas, l'histoire de Cloth est triste. Soit elle meurt en réalisant son rêve, soit elle vit avec le sentiment d'avoir échoué. Il n'y a pas de fin heureuse pour elle. Tiso est un guerrier qui vient à Hallownest en quête de gloire. Il veut combattre au Colisée des Fous, prouver sa valeur, rester dans les mémoires comme un grand combattant. Vous le croisez quelquefois sur son chemin vers le Colisée. Il est confiant, arrogant, sûr de ses capacités. Il ne pense pas grand-chose du chevalier, vous considère comme un simple insecte parmi les ruines. Vous ne voyez jamais Tiso combattre. Quand vous atteignez le Colisée, il est déjà mort. Son corps gît aux pieds de la reine, brisé, rejeté. Il n'a même pas eu la chance de prouver sa valeur. Il a été tué avant même de pouvoir brandir son arme, écrasé par une créature qui ne connaîtra jamais son nom. Le bouclier de Tiso est là, à côté de son corps. Vous ne pouvez pas le prendre, pas l'utiliser, rien en faire. Il est juste là, un mémorial à un guerrier qui voulait la gloire et n'a trouvé qu'une mort anonyme dans un tunnel oublié. Le Colisée des Fous est une arène de gladiateurs où les insectes combattent pour le divertissement. Il est dirigé par le fou, un insecte
imposants qui adorent le combat, qui voient la lutte comme la plus haute forme d'expression. Les insectes qui combattent au Colisée y sont de leur plein gré. Ce sont des guerriers, des combattants, des êtres à qui il ne reste plus que le combat. Et ils y meurent, dans l'arène, pour le divertissement d'un public qui a presque entièrement disparu. Le Colisée fonctionne encore malgré la chute d'Alonest. Le fou est toujours là, dirige encore les combats, croit encore à la gloire du combat même s'il n'y a plus de royaume à glorifier. Quand vous combattez au Colisée, vous affrontez d'autres guerriers, d'autres insectes qui essaient juste de survivre, de trouver un sens dans le combat, et vous les tuez parce que c'est ce que le Colisée exige, parce que c'est le seul chemin possible. L'épreuve du fou est le défi le plus difficile du Colisée. Il est brutal, impitoyable, et à la fin vous affrontez la dompteuse de Dieu, une guerrière qui combat aux côtés d'une bête massive. Quand vous les battez, elles meurent ensemble, guerrière et bête, compagnes jusqu'au bout. L'arène de la dompteuse de Dieu est jonchée de cadavres d'autres combattants. Le Colisée est un abattoir, et tous ceux qui y entrent savent qu'ils y mourront probablement. Mais ils y entrent malgré tout, parce que quoi d'autre? Que reste-t-il dans un royaume déchu, sinon la chance de mourir l'arme à la main? Les seigneurs mantes sont les chefs de la tribu mante, une fière culture guerrière établie dans les landes fongiques. Ils sont honorables, disciplinés, et ils ont maintenu leur culture intacte même lorsqu'Alonest s'effondrait autour d'eux. La tribu mante a refusé l'infection. Quand la radiance a tendu la main, quand d'autres insectes ont succombé, la tribu mante a dit non. Ils ont préservé leur esprit, leur honneur, leur mode de vie par la seule force de leur volonté. Mais cela leur a coûté cher. Certains mantes ont choisi l'infection, choisi la radiance, et ils sont devenus des traîtres. Le seigneur traître les a menés, et la tribu s'est scindée, et les seigneurs mantes ont dû combattre les leurs. Quand vous affrontez les seigneurs mantes, ce n'est pas par hostilité, c'est une épreuve, un défi, un moyen de déterminer si vous êtes digne de respect. Et si vous les battez, ils s'inclinent devant vous. Ils reconnaissent votre force et vous ouvrent le chemin vers Nid profond. Le respect des seigneurs mantes est l'une des rares interactions véritablement positives du jeu. Ils ne sont pas infectés, ni corrompus, ni brisés. Ils sont encore eux-mêmes, encore honorables. Ils maintiennent encore leur culture au milieu des ruines. Mais ils sont aussi seuls. Leur tribu est diminuée. Leurs traîtres occupent les jardins de la reine et ils défendent un territoire qui n'a plus d'importance. Maintiennent l'honneur dans un royaume qui a oublié ce que l'honneur signifie. Le seigneur traître est le mante qui a choisi l'infection. Il a mené une faction de la tribu vers la radiance et ils ont été exilés, chassés, déclarés traîtres. Le seigneur traître et ses adeptes vivent désormais dans les jardins de la reine, infectés, hostiles, attaquant tout ce qui entre. Ils ne sont pas sans esprit comme les autres infectés, mais ils ne sont plus eux-mêmes non plus. Ils sont quelque chose entre les deux, ou corrompus mais encore capables d'agir de manière coordonnée. Quand vous affrontez le seigneur traître, il est rapide, agressif, et il combat avec la technique d'un guerrier mante. Mais il est aussi infecté, et cette infection l'a tordu, l'a transformé en autre chose que ce qu'il était. La fille du seigneur traître est aussi dans les jardins de la reine. Elle est infectée, et elle vous attaque à vue. Ce n'est qu'une ennemie de plus, un insecte infecté parmi d'autres, mais elle est aussi l'enfant de quelqu'un qui avait une vie avant que l'infection ne la prenne. La tragédie de la tribu mante, c'est qu'ils ont tout fait comme il fallait. Ils ont refusé l'infection, maintenu leur honneur, sont restés fidèles à eux-mêmes. Et malgré tout, ils ont perdu des proches. Malgré tout, ils ont dû regarder les leurs devenir des traîtres, dû combattre leur propre famille.
Nid profond est la zone la plus inquiétante de Hollow Knight. C'est sombre, infesté d'araignées et d'autres créatures, et l'atmosphère y est hostile d'une manière que les autres zones n'ont pas. Ce n'est pas infecté, mais ce n'est pas sûr non plus. C'est simplement dérangeant. Nid profond était le royaume d'Hera. Elle était la bête, la reine de cet endroit, et son peuple vivait ici dans l'obscurité, dans les toiles, dans les profondeurs sous Hallownest. Quand Hera est devenue rêveuse, quand elle s'est endormie, Nid profond a perdu sa reine, et sans elle, l'endroit a sombré dans le chaos. Les créatures y sont hostiles, territoriales, et elles attaquent tout ce qui entre. Le peuple d'Hera est toujours là, mais ce n'est plus un royaume. Ce ne sont plus que des créatures dans le noir, survivants, ou existants, sans but ni direction. Nosk est une créature de nid profond qui imite d'autres insectes. Elle vous attire en prenant la forme de quelque chose de familier, de rassurant, puis se révèle et attaque. Le repère de Nosk est rempli de cadavres, des coquilles d'insectes attirées là, qui croyaient voir un ami ou un visage connu, et qui sont morts quand Nosk s'est dévoilé. Nosk n'est pas infecté. Ce n'est qu'un prédateur, une créature qui a évolué pour chasser dans les ténèbres de Nid profond. Mais il y a quelque chose de particulièrement cruel dans sa méthode, dans sa façon d'utiliser l'espoir et la reconnaissance comme appât. Quand vous combattez Nosk, il prend votre apparence, celle du chevalier. Vous vous battez contre vous-même, ou une version tordue de vous-même. Et c'est déstabilisant d'une manière qui va au-delà de la simple mécanique de gameplay. Les larves sont de petites créatures piégées dans des bocaux de verre à travers Hallownest. Elles sont sans défense, emprisonnées, et elles gémissent quand vous approchez. Vous pouvez libérer les larves en brisant les bocaux. Chacune retourne auprès du père larve dans les carrefours oubliés, et il est reconnaissant, heureux de voir ses enfants revenir. Si vous libérez les 46 larves, quelque chose d'horrible se produit. Quand vous retournez voir le père larve, il est énorme, boursouflé, et les larves ont disparu. Le sous-entendu est clair, il les a mangés. Il a dévoré ses propres enfants. Le jeu n'explique jamais pourquoi. Peut-être que c'est une étape naturelle du cycle de vie des larves. Peut-être que le père larve a perdu la raison. Peut-être que c'est simplement ainsi que les choses sont à Hallownest, où même le sauvetage mène à la tragédie. Les larves émettent des sons joyeux quand vous les libérez. Elles sont excitées, reconnaissantes, impatientes de retrouver leur foyer, et vous les conduisez à leur mort sans le savoir, parce que vous pensiez les aider. Milibel est une banquière dans la Cité des Larmes. Elle propose de garder votre géo en sécurité, et elle verse même des intérêts. Elle semble digne de confiance, professionnelle, serviable. Si vous déposez assez de géo chez elle, elle disparaît. Elle prend tout votre argent et s'enfuit, se réfugiant dans la maison des plaisirs de la Cité des Larmes, où elle se cache dans une pièce secrète. Vous pouvez la retrouver et récupérer votre argent, avec les intérêts, soit en la frappant à plusieurs reprises jusqu'à ce qu'elle crache tout. Mais la trahison reste cuisante. Dans un royaume plein de tragédies, quelqu'un a quand même trouvé le temps de monter une arnaque, de profiter de la confiance d'autrui. La trahison de Milibel est dérisoire comparée aux grandes tragédies du royaume. Mais elle est personnelle, directe, et elle rappelle que même dans les ruines, les gens continuent de se faire du mal pour le profit. La Cité des Larmes est la zone la plus belle d'Hallownest. C'est une immense cité souterraine à l'architecture élégante, aux lumières bleutées, où la pluie tombe en permanence du plafond. La pluie n'est pas artificielle. Elle provient du lac bleu, situé au-dessus de la cité, dont les eaux s'infiltrent à travers la roche et ruissellent en permanence du plafond de la caverne. Mais c'est un phénomène naturel, une pluie souterraine éternelle qui donne à la cité son nom et sa mélancolie. La Cité des Larmes est presque vide désormais. Les citoyens sont infectés, morts ou cachés.
Les rues sont silencieuses, seulement ponctuées par le bruit de la pluie et le passage occasionnel d'un insecte infecté errant sans but. Il reste encore quelques insectes non infectés dans la cité. Ils se terrent chez eux, verrouillent leurs portes et attendent. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent. Ils savent juste qu'ils ne peuvent pas partir, ni se battre, ni rien faire d'autre que survivre un jour de plus. Lem est un chercheur de reliques dans la Cité des Larmes. Il collectionne les artefacts du passé d'Alonest, essayant de préserver l'histoire, de comprendre ce qu'était ce royaume avant sa chute. Le Lem est l'un des rares insectes du jeu qui cherche activement à se souvenir, à documenter, à maintenir le passé en vie. Il vous paie pour des reliques et il parle de leur signification, de ce qu'elles nous disent sur la culture d'Alonest. Mais Lem est seul dans cette entreprise. Plus personne ne se soucie de l'histoire. Le royaume agonise et lui s'acharne à le préserver, à s'assurer que quelque chose survivra quand tout le monde sera parti. Le dévouement de Lem est admirable, mais il est aussi vain. Les reliques qu'il collectionne lui survivront, mais qui s'en souciera après sa disparition? Qui se souviendra de ce qu'elle signifie? Le maître des âmes est le boss du sanctuaire des âmes, un lieu où des érudits étudiaient l'âme, l'énergie magique que possèdent tous les insectes. Le maître des âmes dirigeait ses recherches, et il essayait de trouver un moyen d'enrayer l'infection. Sa solution: extraire l'âme d'autres insectes, leur prendre leur énergie vitale et l'utiliser pour devenir assez puissant afin de résister à l'infection. Il a mené des expériences sur des citoyens, les a tués, drainés, tout cela au nom de la recherche. Le sanctuaire des âmes est rempli des cadavres de ses victimes, des insectes venus chercher de l'aide, un remède, et qui ont servi de cobayes, vidés de leur âme et jetés. Le maître des âmes a réussi, d'une certaine manière. Il n'est pas infecté, il est puissant, gonflé d'âmes volées, et il a conservé son esprit. Mais il est aussi dément, obsédé, et il a tué des centaines de personnes dans sa quête d'une solution qui ne fonctionne que pour lui. Quand vous l'affrontez, il est désespéré, fébrile, convaincu que ses recherches sont importantes, que ses méthodes sont justifiées. Et quand vous le tuez, il ne laisse rien d'utile derrière lui. Ses recherches meurent avec lui. Toutes ces morts, toute cette souffrance, et tout cela n'a abouti à rien. Les chevaliers du guetteur sont 6 guerriers en armure qui gardent l'entrée de la flèche du guetteur. Ils sont puissants, coordonnés, et ils attaquent par paires, ce qui en fait l'un des combats les plus difficiles du jeu. Les chevaliers du guetteur sont les gardiens dédiés de l'Urien, des sentinelles lourdes et imposantes, enveloppées dans leur propre armure épaisse. 6 d'entre eux montent la garde, et lorsque vous les affrontez, ils se réveillent par paires, l'un après l'autre, comme une mécanique d'horloge. Mais fait notable, l'un des chevaliers du guetteur est déjà mort lorsque vous arrivez. Quelqu'un ou quelque chose l'a tué avant vous. Son corps inerte gît au sol, inutile. Un garde de moins dans une tour vouée à l'oubli. Les chevaliers du guetteur sont loyaux à l'Urien, gardant son sceau même après la chute du royaume, même s'il n'y a plus rien à protéger. Ils accomplissent encore leur devoir, suivent encore les ordres, croient encore que cela a de l'importance. Quand vous tuez les chevaliers du guetteur, ils ne laissent rien. Ils ne sont ni infectés ni corrompus. Ce sont juste des gardes remplissant leurs fonctions, et vous devez les tuer pour avancer, pour atteindre l'Urien, pour briser le sceau. La Dame Blanche est la reine du roi pâle. C'est une racine, un être supérieur, et elle a été la partenaire du roi pâle dans la création des réceptacles. Elle est la mère du Hollow Knight, du chevalier, de tous les milliers de réceptacles ratés dans l'abîme, mais pas de Hornet dont la mère est Serray. La Dame Blanche vit dans les jardins de la reine, ligotée par des racines,
emprisonnée par son propre choix. Elle s'est elle-même confinée, terrifiée par ce qu'elle pourrait faire, terrifiée par sa propre nature. Quand vous la rencontrez, elle est douce, triste et profondément pleine de regrets. Elle sait ce qu'elle et le roi pâle ont fait. Elle sait tout des réceptacles, de l'abîme, des enfants qu'ils ont créés et jetés, et elle vit avec ce savoir, seule, depuis des années. La Dame Blanche vous appelle « enfant » lorsqu'elle vous parle. Elle reconnaît ce que vous êtes, l'un de ses enfants, que l'un de ceux qui ont été abandonnés. Elle est navrée, mais les regrets ne réparent rien. La Dame Blanche vous donne la moitié du charme âme de roi. L'autre moitié se trouve dans le palais blanc, dans l'atelier du roi pâle. Quand vous les combinez, vous obtenez l'âme de roi complète, le symbole des souverains d'Alonest. Mais l'âme de roi n'est pas une fin en soi. Vous l'emportez dans l'abîme, là où vous êtes né, et elle se transforme en cœur du vide. Le symbole de la royauté devient le symbole du vide, de cette chose que le roi pâle a voulu utiliser et contrôler. La Dame Blanche reste dans les jardins de la reine, ligotée, seule, patiente. Elle n'est pas infectée, pas morte, juste là, à exister, à se souvenir, à regretter. Le roi pâle est mort. Son cadavre repose dans le palais blanc, affaissé sur son trône, éteint. Il est mort seul, dans son palais onirique, dans le royaume des rêves où il s'est réfugié quand le monde réel s'est effondré autour de lui. Le roi pâle était un être supérieur, quelque chose qui dépassait les insectes ordinaires, et il a choisi de devenir petit, de prendre la forme d'un insecte, de régner sur Hallownest en tant que roi plutôt qu'en tant que dieu. Il a donné la conscience aux insectes, bâti une civilisation, créé quelque chose de magnifique. Mais il a aussi créé les réceptacles. Il a jeté des milliers de ses propres enfants dans l'abîme, les a regardés mourir, en a choisi un pour servir de prison et l'a scellé avec une déesse hurlant à l'intérieur. Il a fait tout cela parce qu'il croyait que c'était nécessaire, parce qu'il croyait que le royaume valait n'importe quel prix. Et l'atelier du roi pâle dans le palais blanc est rempli de scies et de mécanismes. C'est là que les réceptacles étaient fabriqués, que le processus commençait. Une usine a créé des enfants conçus pour être vides, conçus pour souffrir. Le chemin de la souffrance est une zone secrète du palais blanc, un défi de plateforme d'une difficulté redoutable. À la fin, vous voyez un souvenir, le roi pâle et le Hollow Knight enfant. Le roi est là et le petit réceptacle lève les yeux vers lui. C'est le moment où tout a basculé. C'est à cet instant que le roi pâle a compris que le Hollow Knight avait un esprit, des sentiments, un attachement envers lui. Et il l'a scellé quand même, parce qu'il s'était déjà engagé, parce qu'il n'y avait plus d'autre option, parce qu'il avait déjà trop sacrifié pour faire marche arrière. Les dernières paroles du roi pâle, trouvées dans le palais blanc, sont « Aucun coup n'est trop grand ». C'était sa philosophie, sa justification, la raison de tout ce qu'il a fait. Le royaume valait n'importe quel prix, n'importe quel sacrifice, n'importe quelle quantité de souffrance. Mais le royaume est tombé malgré tout. Tout ce prix à payer et tous ces sacrifices, tous ces enfants morts, et ça n'a pas fonctionné. L'infection s'est propagée, les sceaux ont lâché, et Hallownest est devenu une ruine. Le roi pâle est mort en sachant qu'il avait échoué. Il est mort seul, dans un palais onirique, avec son royaume qui s'effondrait autour de lui, et aucun moyen de le sauver. Tout ce qu'il avait bâti, tout ce qu'il avait sacrifié, et ce n'était pas suffisant. Ansibug est un vieil insecte qui vit à Bockville, le petit bourg au-dessus d'Hallownest. C'est l'un des premiers personnages que vous rencontrez, et il est gentil, accueillant et un peu solitaire. Ansibug a vécu à Bockville toute sa vie. Il a vu le village se vider à mesure que les gens partaient, mouraient ou descendaient dans Hallownest pour ne jamais revenir. Il est l'un des derniers,
et il reste parce que c'est chez lui, parce qu'il ne sait pas où aller autrement. Ansibug parle du temps, jadis, de l'époque où Bokvil était animé, où il y avait plus de monde, où le village avait une raison d'être. Maintenant, il ne reste que lui et quelques autres, attendant dans un village qui s'éteint lentement. Si vous vous asseyez avec Ansibug sur le banc, il est reconnaissant de la compagnie. Il est seul depuis si longtemps que le simple fait d'avoir quelqu'un assis à côté de lui importe. Car c'est un petit geste de bonté dans un jeu saturé de tragédie. Au fur et à mesure de votre progression, d'autres personnages rejoignent Bokvil. Sly ouvre une boutique, Bretta s'installe. Le village redevient un peu plus vivant, un peu moins vide. Et Ansibug en est heureux, content de voir son village reprendre vie, même si ce n'est que quelques personnes. Mais la plupart de ces personnages sont des réfugiés, des survivants, des gens qui n'ont nulle part ailleurs où aller. Bokvil ne prospère pas. C'est juste le dernier endroit qui reste, l'ultime refuge avant l'effondrement total du royaume. Bretta est un insecte que vous secourez dans les landes fongiques. Elle est piégée, seule, et quand vous la sauvez, elle retourne à Bokvil et s'entiche de vous. Bretta écrit des histoires sur le chevalier, romançant vos aventures, vous imaginant en héros qui viendra la sauver. Elle construit un petit autel à votre effigie dans sa maison, et elle rêve de vous constamment. Mais le chevalier ne répond jamais. Vous êtes un réceptacle vide, incapable du type de relation que Bretta désire. Elle projette ses envies sur quelque chose qui ne peut pas les lui rendre, et elle ne s'en aperçoit pas. Si vous accomplissez certains défis, Bretta rencontre Zot, un autre insecte qui se prétend grand guerrier. Elle transfère ses affections vers lui, commence à écrire des histoires sur lui à la place et finit par quitter Bokvil avec lui. Zot est un imposteur. Il est faible, lâche, et il ment sans cesse sur ses exploits. Mais Bretta ne le voit pas. Elle voit ce qu'elle veut voir, et elle le suit, poursuivant un fantasme qui ne pourra que la décevoir. L'histoire de Bretta est triste parce qu'elle cherche quelque chose d'authentique dans un royaume où presque plus rien d'authentique ne subsiste. Elle veut de l'amour, de l'héroïsme, du sens, et elle s'obstine à projeter ses désirs sur des êtres qui ne peuvent pas ou ne veulent pas les combler. Zot est un guerrier que vous pouvez croiser à plusieurs reprises au fil du jeu. Il est toujours en danger, a toujours besoin d'être secouru, et il est toujours ingrat quand vous le sauvez. Zot prétend être un grand chevalier, un guerrier légendaire, mais il est faible. Son clou est en bois de coquille, un matériau si fragile qu'il ne peut même pas blesser un ennemi. Il est délirant, convaincu de sa propre grandeur malgré toutes les preuves du contraire. Vous pouvez choisir de sauver Zot ou de le laisser mourir. Si vous le sauvez, il débarque à Bokvil, et il est méprisant envers vous, prétend ne pas avoir eu besoin de votre aide, vous insulte sans arrêt. Si vous sauvez Zot assez de fois, il apparaît dans les rêves de Bretta, et vous pouvez l'y combattre. Dans ses rêves, il est puissant, héroïque, tout ce qu'il prétend être. C'est un fantasme, une version de Zot qui n'existe pas, et Bretta y croit totalement. Si vous laissez Zot mourir dans Nid profond, il n'apparaît plus jamais. Bretta ne le rencontre jamais, ne quitte jamais Bokvil, et elle reste dans sa maison, écrivant des histoires sur le chevalier, éternellement éprise d'une chose qui ne peut pas l'aimer en retour. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Zot est pathétique. C'est un raté qui refuse de reconnaître ses échecs, et il meurt seul dans le noir ou vit en imposteur, s'attribuant le mérite de choses qu'il n'a pas faites. Le forgeron de clous est un maître artisan qui vit dans la cité des larmes. Il améliore votre clou, le rendant plus fort, plus tranchant, plus efficace. C'est l'un des personnages les plus utiles du jeu. Le forgeron est obsédé par son art. Il parle du clou parfait, de la création d'une œuvre sans défaut, de la maîtrise absolue. Et quand vous lui apportez les matériaux pour la dernière amélioration,
Il le crée, le clou pur, l'arme la plus puissante du jeu. Après avoir forgé le clou pur, le forgeron vous demande de le tuer. Il a accompli l'œuvre de sa vie, créé le clou parfait, et il croit qu'il ne lui reste plus rien. Il veut mourir au sommet de son accomplissement, tué par l'arme qu'il a créée. Vous pouvez choisir de le tuer ou de refuser. Si vous le tuez, il meurt comblé, apaisé, en paix avec sa mort. Si vous refusez, il est d'abord déçu, mais finit par réaliser qu'il y a peut-être autre chose dans la vie que son seul artisanat. Si vous épargnez le forgeron, il s'installe avec Shéo, l'un des maîtres lames, et ils deviennent compagnons. Le forgeron trouve le bonheur, une vie au-delà de son obsession, quelqu'un dont il peut se soucier. Mais si vous le tuez, il obtient ce qu'il demandait. Il meurt à l'instant de sa plus grande réalisation, et son corps reste dans son atelier, témoignage d'une vie entièrement consacrée à son art. L'histoire du forgeron est triste dans les deux cas. Soit il meurt en croyant que le but de sa vie est atteint, soit il vit en réalisant qu'il a failli jeter sa vie pour une arme. Les maîtres lames sont 3 frères formés par le grand sage des clous. Chacun a maîtrisé une technique de clous différente, et chacun est parti de son côté après la fin de sa formation. Oro vit dans les falaises hurlantes, seul, s'entraîne encore, perfectionne encore sa technique. Il est amer, isolé, et il vous fait payer son enseignement. Il a dédié sa vie au combat et il n'a rien d'autre. Mato vit aussi dans les falaises hurlantes, mais il est différent de son frère. Il est chaleureux, enthousiaste, et il vous enseigne sa technique gratuitement. Il est heureux de voir quelqu'un s'intéresser aux anciennes traditions, heureux de transmettre son savoir. Shéo vit à Verchemia, et il a complètement abandonné le clou. Il est devenu peintre, crée de l'art, trouve la paix dans la création plutôt que dans la destruction. C'est le seul maître lame qui semble véritablement heureux. Les 3 frères ne se sont pas vus depuis des années. Ils se sont éloignés les uns des autres, chacun poursuivant sa propre voie, et ils ne communiquent plus. Pas d'animosité, juste de la distance, l'érosion lente des liens familiaux avec le temps. Si vous apprenez les 3 techniques de clous, vous pouvez retourner au tombeau du grand sage des clous et lui rendre hommage. C'est un petit moment, mais c'est la reconnaissance d'une tradition en voie d'extinction, d'un savoir qui se perd. Le DLC Godmaster ajoute le Panthéon divin, un lieu où vous pouvez affronter des versions renforcées de chaque boss du jeu. C'est un mode défi, une épreuve de maîtrise, d'une difficulté implacable. Mais le Panthéon divin est aussi un lieu triste. C'est un sanctuaire de culte, où des insectes prient des êtres supérieurs, c'est où ils cherchent la transcendance par le combat. Et il est vide, abandonné, entretenu par une poignée de fidèles dévots. La chercheuse de Dieu est le personnage principal du Panthéon divin. Elle cherche des dieux, des êtres assez puissants pour être vénérés, et elle voit dans le chevalier un dieu potentiel en raison de votre force. La dévotion de la chercheuse de Dieu est absolue. Elle a consacré toute son existence à trouver et vénérer des dieux, et rien d'autre ne l'intéresse. Elle ne s'intéresse pas au chevalier en tant que personne, seulement en tant que divinité potentielle. Dans la fin étreindre le vide, le chevalier devient un dieu du vide, et la chercheuse de Dieu en est témoin. Elle est consumée par le vide, détruite par la chose même qu'elle cherchait à vénérer. Elle obtient ce qu'elle voulait, et cela la tue. Les fins du Panthéon divin sont toutes tragiques à leur manière. Soit le chevalier devient un dieu et détruit la chercheuse de Dieu, soit le chevalier contient le vide et disparaît, soit le chevalier échoue et le cycle recommence. Il n'y a pas de fin heureuse au Panthéon divin. C'est un temple de culte qui ne mène qu'à la destruction, une quête de transcendance qui s'achève dans le néant.
Le minerai pâle est un matériau rare nécessaire pour améliorer votre clou. Il n'en existe que quelques-uns dans le jeu, et les trouver tous exige une exploration minutieuse. Un minerai pâle se trouve dans le bassin ancien, dans une salle remplie de réceptacles morts. Vous traversez un corridor bordé des cadavres de vos frères et sœurs, les réceptacles ratés qui sont morts en essayant de s'extraire de l'abîme, et au bout du chemin, un minerai pâle. Le jeu vous oblige à marcher sur les cadavres de vos semblables pour obtenir une amélioration d'armes. C'est un rappel de ce que vous êtes, d'où vous venez, de ce qui a été sacrifié pour vous créer. Un autre minerai pâle vous est offert par le père larve après avoir sauvé 31 larves. Vous êtes récompensé pour avoir sauvé ces enfants, sans savoir que vous les conduisez à leur mort. Le minerai pâle est précieux, utile, nécessaire à la progression. Mais chaque morceau est lié à une tragédie, à une perte, au coup du pouvoir dans un royaume déchu. L'abîme est la partie la plus profonde d'Alonest. C'est là que le vide existe, là que les réceptacles ont été créés, là que les expériences les plus sombres du roi pâle ont eu lieu. L'abîme est rempli de vide. C'est une obscurité vivante, une substance qui n'est pas tout à fait vivante mais pas tout à fait morte non plus, quelque chose qui existe en dehors des catégories habituelles de l'être. Le vide est l'origine des réceptacles. Les enfants du roi pâle et de la dame blanche ont été jetés dans le vide, transformés par lui, façonnés en quelque chose capable de contenir la radiance, en théorie. Mais le vide n'est pas vide. Il a une volonté, un dessein, un désir. Le Seigneur des ombres, la forme ultime du vide, est un Dieu à part entière, un être qui rivalise avec la radiance en puissance. Le vide aspire à l'unité. Tous les fragments dispersés, tous les réceptacles, toutes les ombres font partie d'un même tout et ils veulent se rassembler, devenir entiers. Le chevalier est du vide incarné. Vous n'êtes pas un insecte contenant du vide. Vous êtes croissant du vide en forme d'insecte. Et tout au long du jeu, vous rassemblez davantage de vide, davantage de puissance. Vous devenez davantage ce que vous êtes véritablement. Dans la fin, plus de rêve, le chevalier unifie le vide, devient le seigneur des ombres et détruit la radiance. C'est une victoire, mais c'est aussi une fin. Le chevalier cesse d'exister en tant qu'individu, se dissout dans le vide, redevient partie du tout. Ornette se retrouve seule. La radiance est anéantie. L'infection a pris fin, mais le chevalier a disparu lui aussi. Elle est libre, mais elle a perdu un autre membre de sa famille, et elle est la seule qui reste pour se souvenir de ce qui s'est passé. Les fratries sont les autres réceptacles, ceux qui sont morts dans l'abîme ou lors de l'ascension. Leurs ombres apparaissent dans l'abîme, et si vous possédez le cœur du vide, elles vous reconnaissent comme l'un des leurs. Les fratries vous aident dans le combat final contre la radiance. Elles apparaissent sous la forme du Seigneur des ombres, une entité massive de pur vide, et elles détruisent la radiance depuis l'intérieur de l'esprit du Hollow Knight. Les fratries sont votre famille. Ce sont les autres enfants du roi pâle et de la dame blanche, ceux qui n'ont pas survécu, ceux qui ont été rejetés. Et au final, ce sont elles qui sauvent le royaume, non par la force individuelle, mais par l'union. Le lieu de naissance est une zone cachée dans l'abîme. C'est là que vous pouvez voir le souvenir de la création des réceptacles, assister au roi pâle observant ses enfants mourir. La cinématique du lieu de naissance est l'une des plus hantées du jeu, où vous voyez de petits réceptacles tenter l'escalade, tomber, mourir, tandis que le roi pâle observe d'en haut. Il n'est pas triste, pas plein de regrets. Il observe simplement, attendant qu'un seul réussisse. Le Hollow Knight a réussi. Il a grimpé, prouvé sa valeur, et le roi pâle l'a choisi. Puis, il a scellé l'abîme.
piégeant tous les autres réceptacles à l'intérieur, les abandonnant à mourir dans le noir. Le chevalier s'est échappé on ne sait comment. Le jeu ne l'explique jamais. Vous êtes retombé dans l'abîme, et pourtant vous en êtes sorti. Pourtant vous avez quitté Hallownest. Pourtant vous avez survécu. Et puis vous êtes revenu, attiré par quelque chose d'incompréhensible, pour réparer un problème que vous n'avez pas causé. La radiance est le boss final du jeu, la source de l'infection, la raison pour laquelle Hallownest est tombée. Mais elle n'est pas mauvaise au sens simple du terme. C'est une déesse qui a été oubliée, remplacée, qui a cherché à reprendre ce qu'on lui avait pris. La radiance régnait sur les papillons de nuit avant l'arrivée du roi pâle. Elle était leur déesse, et ils la vénéraient, et ils étaient en paix dans leur dévotion. Ils n'avaient pas la conscience telle que les sujets du roi pâle la connaissent, mais ils avaient l'unité, un sens, un lien avec quelque chose de plus grand qu'eux. Quand le roi pâle est arrivé, les papillons de nuit ont abandonné la radiance. Ils ont choisi sa lumière à lui plutôt que la sienne, choisi la conscience plutôt que l'instinct, choisi de l'oublier. Et elle s'est retrouvée seule, oubliée, enfermée dans le royaume des rêves. L'infection de la radiance est sa tentative d'être remémorée. Elle s'infiltre dans les rêves, dans la mémoire ancestrale qui existe encore dans l'esprit des insectes, essayant de reconquérir ses fidèles, essayant de défaire ce que le roi pâle a accompli. Mais l'infection ne restaure pas les insectes à ce qu'ils étaient. Elle ne leur rend pas l'unité qu'ils connaissaient sous la radiance. Elle les brise, les piège dans un état entre pensée et absence de pensée, les fait souffrir. La radiance est une figure tragique. C'est une déesse abandonnée qui frappe par douleur, qui détruit un royaume parce qu'elle ne supporte pas d'être oubliée. Elle n'a pas raison, mais elle n'a pas entièrement tort non plus. Quand vous affrontez la radiance, elle est désespérée, furieuse, et elle se bat pour sa survie. Si vous la vainquez, elle est anéantie totalement, effacée de l'existence, oubliée pour toujours. C'est ce que le roi pâle voulait, ce dont Hallownest avait besoin, mais c'est quand même la mort d'une déesse. La radiance absolue, le boss final du DLC Godmaster, est encore plus désespérée. Elle combat à pleine puissance et elle est terrifiante, splendide et condamnée. Vous ne la battez pas seulement, vous l'effacez de la réalité. Le vide consume la radiance dans la fin, plus de rêve. Elle est aspirée dans les ténèbres, détruite par la chose même que le roi pâle avait créée pour la contenir. Il y a quelque chose de poétique là-dedans. Le plan ultime du roi pâle fonctionne, mais seulement après sa mort, seulement par l'intermédiaire d'un réceptacle qu'il avait rejeté. L'infection prend fin quand la radiance meurt. La lumière orange s'éteint dans les yeux des insectes, et ils sont libres, mais ils ne sont pas restaurés. Les insectes infectés ne reviennent pas, ils sont juste partis. L'infection les a tués, et vaincre la radiance ne les ramène pas. Hallownest est toujours en ruine. Vaincre la radiance ne reconstruit pas le royaume, ne restaure pas ce qui a été perdu. Cela ne fait qu'arrêter l'infection, stopper sa propagation, empêcher de nouveaux dégâts. Mais les dégâts déjà infligés sont irréversibles. Le royaume ne sera jamais ce qu'il était. Le roi pâle est mort, la dame blanche est confinée, les rêveurs ont disparu, les 5 grands chevaliers sont dispersés, morts ou transformés. La civilisation qui existait a disparu et elle ne reviendra pas. Les survivants devront construire autre chose, pas Hallownest, mais quelque chose d'autre, en quelque chose qui naîtra des ruines. Et peut-être que c'est suffisant, peut-être que c'est le seul chemin, mais la perte reste entière. Toute une civilisation, toute une culture, tout un mode de vie disparu, dont on ne se souvient que dans les ruines, les artefacts,
les histoires que Lem collectionne et dont plus personne ne se soucie. Le jeu se termine dans l'ambiguïté. On ne voit pas ce qui se passe après. On ne voit pas les survivants reconstruire, échouer à reconstruire ou partir. On voit juste la fin que l'on a obtenue et puis c'est terminé. Hollow Knight est un jeu sur la perte, sur les royaumes qui tombent, les plans qui échouent, les gens qui font de leur mieux et qui perdent quand même tout. C'est triste, profondément triste, et le jeu ne s'excuse pas de cette tristesse. Mais il y a de la beauté là-dedans aussi. De la beauté dans les ruines, dans l'art, dans la musique, dans la façon dont le jeu traite sa tragédie avec respect et soin. C'est triste, mais ce n'est pas nihiliste. Le jeu ne dit pas que rien ne compte. Il dit que les choses comptent même quand elles se terminent. Surtout quand elles se terminent. Le royaume est tombé, mais il a existé. Les gens sont morts, mais ils ont vécu d'abord. Le roi pâle a échoué, mais il a essayé. Le Hollow Knight a souffert, mais il a tenu aussi longtemps qu'il le pouvait. Ces choses importent, même dans l'échec, même dans la perte. Et vous, le chevalier, le réceptacle rejeté, celui qui n'a pas été choisi, vous êtes revenu. Vous avez plongé dans les ruines, traversé les ténèbres et accompli ce que personne d'autre ne pouvait faire. Vous avez mis fin à l'infection, libéré votre frère, vaincu une déesse. Mais vous avez compté, même si on vous avait jeté, même si on vous avait jugé imparfait, même si vous n'étiez jamais censé être le héros, vous avez compté. C'est ce que Hollow Knight nous enseigne, que même dans les endroits les plus sombres, même dans les histoires les plus tristes, même dans les royaumes qui tombent et les plans qui échouent et les êtres qui souffrent, il y a encore du sens, il y a encore une raison d'être, il y a encore la possibilité de faire quelque chose qui compte. Le royaume a disparu, mais vous y étiez. Vous l'avez traversé, vous l'avez vu, vous vous en êtes souvenu, et en vous souvenant, vous l'avez maintenu en vie, au moins un instant, au moins dans votre esprit. C'est ce que l'on fait avec les histoires tristes. On s'en souvient, on les honore, on les accueille, on les laisse nous toucher, on les laisse nous apprendre quelque chose sur la perte, la beauté et la manière dont les choses finissent. Hollow Knight est un jeu triste. Ses faits sont des faits tristes, mais ils sont aussi beaux, minutieusement façonnés, porteurs de sens. Ils sont tristes de la manière dont les grandes tragédies sont tristes. Pas gratuitement, pas cruellement, mais avec une intention, un dessein, un respect pour ce qui se perd. Faisons une pause ici, respirez. Laissez ce que nous avons traversé jusqu'ici se déposer doucement. Nous avons vu la souffrance du Hollow Knight, la rage de la radiance, l'effondrement lent d'un royaume qui a cru pouvoir tout contrôler. Nous avons vu Myla perdre sa chanson, Kyrell poser son clou au bord de l'eau, Cloth trouver la mort qu'elle cherchait. Mais Hallownest est vaste, et ses recoins recèlent encore tant de vérités que nous n'avons pas effleurées. Des histoires plus petites, plus discrètes, des tragédies qui n'ont pas de public, des pertes que personne n'a comptées. Laissez votre souffle ralentir un instant. Laissez vos paupières se faire lourdes si elles le veulent. Et quand vous serez prêt, ou même si vous ne l'êtes pas tout à fait, même si le sommeil commence à vous gagner, laissez-moi vous confier le reste, les fragments qui demeurent dans les marges d'Hallownest, les vérités que le royaume a tenté d'oublier. Les carrefours oubliés sont la première grande zone que vous explorez. Un réseau de tunnels et de chambres, relativement sûr, relativement simple. C'est là que vous apprenez les mécaniques du jeu, là que vous commencez à comprendre ce qu'est Hallownest. Mais les carrefours oubliés ne restent pas sûrs. Après avoir tué l'un des rêveurs, après avoir brisé l'un des sceaux, l'infection s'y infiltre. La zone devient les carrefours infectés, remplis de pustules oranges, d'ennemis infectés, et d'un sentiment constant de décomposition. La transformation est radicale.
La musique passe de l'exploration paisible à la corruption insidieuse. Les ennemis deviennent plus agressifs, plus nombreux. La zone de départ sûre devient dangereuse, hostile, dénaturée. Cette transformation vous montre ce que fait l'infection. Elle ne se contente pas de tuer, elle corrompt, transforme, rend les lieux familiers méconnaissables. Les carrefours que vous connaissiez ont disparu, remplacés par quelque chose qui en porte la forme sans en être. Certains ennemis des carrefours infectés sont des insectes que vous avez déjà vus, désormais infectés. Les enveloppes errantes, les tic-tic, les crawlids, c'étaient déjà des ennemis, mais maintenant ils sont pires, plus agressifs, plus corrompus. Les carrefours infectés sont un avant-goût de ce qui arriverait à tout Hallownest si l'infection se propageait sans entrave. Chaque zone deviendrait comme celle-ci, corrompue, hostile, méconnaissable. Le royaume cesserait d'exister de manière significative. Cornifer est un cartographe qui arpente Hallownest. Vous le trouvez dans différentes zones, fredonnant son air caractéristique, et il vous vend des cartes qui révèlent la disposition de chaque région. Cornifer est l'un des seuls personnages à explorer activement, à s'aventurer dans des zones dangereuses par choix. Vers n'est pas un combattant, il n'est pas particulièrement fort, mais il est dévoué à son métier. Cartographier le royaume, documenter ce qui s'y trouve. Iselda, la femme de Cornifer, tient la boutique à Bockville. Elle s'inquiète pour lui, parle de ses escapades dans des endroits dangereux, dit qu'elle aimerait qu'il soit plus prudent. Mais elle respecte aussi son dévouement, comprend que c'est ce qu'il a besoin de faire. La relation de Cornifer et Iselda est l'une des seules relations véritablement saines dans le jeu. Ils se soucient l'un de l'autre, se soutiennent, et ils ont trouvé un moyen d'être ensemble malgré le fait que le travail de Cornifer le met en danger. Mais il y a de la tristesse là-dedans aussi. Iselda s'inquiète, et elle a raison de s'inquiéter. Cornifer est en danger permanent, et un jour il pourrait ne pas revenir. Elle le sait, et elle vit avec, parce qu'elle l'aime, qu'elle ne peut pas lui demander d'être autre que ce qu'il est. Quand vous avez acheté toutes les cartes de Cornifer, il rentre à Bockville pour de bon. Son travail est achevé, il a cartographié le royaume entier, et il peut enfin rester auprès d'Iselda. C'est une fin heureuse, un luxe presque inouï dans ce jeu. Mais cela signifie aussi que l'œuvre de sa vie est terminée. Il a cartographié un royaume déchu, documenté des ruines, créé l'archive de quelque chose qui a presque entièrement disparu. Ces cartes survivront à Hallownest. Elles seront la seule preuve que ces lieux ont existé. Sly est un commerçant installé à Bockville. Il vous vend des objets de base au début, mais à mesure que vous le secourez et que vous lui donnez la clé du commerçant, son inventaire s'étoffe considérablement. Sly a été un grand guerrier autrefois. C'est un maître lame formé au combat, d'une habileté redoutable. Mais il est vieux maintenant, à la retraite, et il a choisi d'être commerçant plutôt que combattant. Si vous défiez Sly dans le panthéon divin, vous l'affrontez au sommet de sa forme, et c'est l'un des boss les plus difficiles du jeu. Il est rapide, agressif, et ses techniques de clous sont dévastatrices. On découvre ce qu'il était, ce dont il est capable quand il ne se retient plus. Mais dans le jeu principal, Sly est juste un commerçant. Il a laissé ses jours de guerrier derrière lui, a choisi une vie paisible et il s'en satisfait. C'est l'un des seuls personnages à avoir fait la paix avec le temps, avec le fait de ne plus être ce qu'il fut. Le contentement de Sly est admirable, mais il est aussi teinté de mélancolie. Il était un grand guerrier, et maintenant il vend des charmes et des masques dans un village moribond. Sa gloire appartient au passé, et il en a fait son deuil, mais quelque chose s'est éteint en lui, et cela se sent. Le rôdeur pâle est une créature mystérieuse tapie dans une zone cachée près du bord du royaume. Ce n'est pas un boss à proprement parler, mais un être étrange,
fébrile, qui garde jalousement une clef simple dans un nid de tunnel étroit. Le rôdeur pâle ne parle pas, ne s'explique pas, et on ne sait presque rien de lui. Son entrée de journal le décrit simplement comme une créature qui rôde dans les ténèbres. C'est tout, un mystère sans résolution, une vie sans contexte. Le rôdeur pâle pourrait être lié au roi pâle, pourrait être un autre être supérieur, pourrait être toute autre chose. Le jeu ne le dit jamais, et cette ambiguïté est sa propre forme de tristesse. Il y a des choses dans Hollow Nest qui ne seront jamais expliquées, des histoires qui ne seront jamais racontées. Le collecteur est un boss de la Tour de l'Amour. C'est une créature qui capture d'autres insectes, les enferme dans des bocaux, les garde comme spécimens ou prisonniers. Le repère du collecteur est rempli de bocaux contenant des insectes vivants. Ils sont piégés, impuissants, et le collecteur les garde là depuis une durée inconnue. Certains d'entre eux sont peut-être là depuis avant la chute du royaume. Quand vous affrontez le collecteur, il libère certains insectes pour qu'ils vous attaquent. Ce ne sont pas des alliés volontaires, ce sont des prisonniers utilisés comme armes, et quand vous les tuez, ils sont enfin libres, mais la liberté vient sous la forme de la mort. Le collecteur lui-même n'est pas infecté, pas corrompu. Il se contente de collectionner. Il fait ce qu'il fait, ce qu'il a toujours fait, sans malice ni but au-delà de l'acte lui-même. C'est une créature d'obsession, et cette obsession a causé la souffrance d'innombrables insectes. La Tour de l'Amour porte un nom ironique. Il n'y a pas d'amour là-dedans, juste de la collection. Juste l'accumulation d'êtres vivants par une créature qui ne comprend pas ce qu'elle leur inflige. Le rejeton de Grimm est un charme que vous recevez dans le DLC de la troupe de Grimm. C'est une petite créature qui vous suit et attaque les ennemis. Elle est mignonne, utile, et elle gagne en puissance à mesure que vous la nourrissez de flammes. Mais le rejeton de Grimm est aussi l'enfant de Grimm, et le nourrir de flammes fait partie d'un rituel. Vous l'aidez à grandir, à mûrir, pour qu'il puisse un jour consumer Grimm et devenir le nouveau chef de la troupe. Le rituel est un cycle. Grimm meurt, l'enfant devient le nouveau Grimm, et finalement ce Grimm aura un enfant qui le consumera à son tour. C'est un cycle sans fin de mort et de renaissance, et vous y participez. Vous pouvez choisir de bannir la troupe de Grimm au lieu de compléter le rituel. Dans ce cas, le rejeton de Grimm disparaît, la troupe s'en va et le cycle est brisé. Mais Grimm est déçu et vous avez privé l'enfant de sa raison d'être, de son destin. Quoi qu'il en soit, l'histoire du rejeton de Grimm est triste. Soit il dévore son père et perpétue le cycle, soit il est banni et n'accomplit jamais sa mission. Il n'y a pas d'option où l'enfant pourrait simplement être un enfant, où il ne serait pas partie d'un rituel, où il ne serait pas défini par ce qu'il deviendra. Divine est un personnage de la troupe de Grimm qui dévore vos charmes pour les rendre plus puissants. Elle est exubérante, étrange, et elle parle de la délicieuse saveur de vos charmes. Divine est prise au piège dans le cycle de la troupe, comme tous les autres. Elle fait cela depuis d'innombrables itérations. Dévorer des charmes, les renforcer, jouer son rôle dans le rituel. Elle ne semble pas malheureuse, mais elle n'est pas libre non plus. La troupe de Grimm est un cirque itinérant, mais c'est aussi une prison. Chacun de ses membres est lié au rituel, au cycle, à la répétition sans fin du même schéma. Ils voyagent, ils se produisent, ils accomplissent le rituel, et puis tout recommence. Brume est un membre de la troupe de Grimm qui est las du cycle. C'est lui qui vous donne l'option de bannir la troupe, de briser le rituel, de mettre fin à l'éternel recommencement. Si vous bannissez la troupe, Brume est libéré. Il devient Nim, un musicien à Bockville, et il est heureux. Il est enfin affranchi du cycle, libre d'être lui-même,
libre de faire de la musique au lieu de participer à un rituel. Mais si vous complétez le rituel, Broom reste piégé. Il fait toujours partie de la troupe, toujours lié au cycle, à jamais condamné à répéter le même schéma. Il voulait la liberté et vous la lui avez refusée. La ruche est une zone au bord du royaume, foyer des abeilles d'Aloe Nest. C'est un lieu structuré, organisé, avec des hiérarchies claires et des rôles définis. La ruche se meurt. Les abeilles sont infectées, mortes ou à bout de force. Le chevalier de la ruche, le boss de la zone, est l'un des derniers défenseurs et il mène un combat perdu d'avance. Le chevalier de la ruche est loyal envers sa reine, envers sa ruche, envers sa mission. Il vous combat non par malveillance mais par devoir. Il protège ce qui reste de son foyer, même s'il ne reste presque rien à protéger. Quand vous battez le chevalier de la ruche, il meurt en défendant sa ruche. Il ne vacille jamais, ne fuit jamais, n'abandonne jamais. Il est loyal jusqu'au bout, et cette loyauté est à la fois admirable et tragique. La reine de la ruche est morte. Vous pouvez trouver son cadavre dans la ruche, et il est manifeste qu'elle est morte depuis longtemps. Le chevalier de la ruche protège une reine qui a déjà disparu, et maintient une structure qui s'est déjà effondrée. C'est la tragédie du devoir. Le chevalier de la ruche fait ce qu'il est censé faire, ce pourquoi il a été créé, même si c'est devenu vain, même si ce qu'il protège est déjà perdu. Il ne peut pas s'arrêter, ne peut pas changer, ne peut pas être autre chose que ce qu'il est. Le miel de la ruche est toujours là, toujours précieux, toujours utile. Mais les abeilles qui l'ont produit ont disparu, et le miel n'est plus qu'une ressource à récolter dans une civilisation morte. La fille des menthes traîtres est un mini-boss dans les jardins de la reine. Elle est infectée, hostile, et elle attaque à vue. Mais elle n'est qu'une enfant, prise dans les choix de son père, payant le prix de sa trahison. Le jeu ne lui donne pas de nom, pas de dialogue, ou pas d'histoire au-delà de celle d'un ennemi infecté. Mais elle est là, et elle est sur la fille de quelqu'un, et elle est morte à cause de décisions qu'elle n'a pas prises. C'est l'un des thèmes récurrents du jeu. Les enfants paient pour les choix de leurs parents. Les réceptacles paient pour le plan du roi pâle. Ornette paie pour le marché d'Hera. La fille du traître paie pour l'allégeance de son père. Les péchés des parents retombent sur les enfants, et les enfants n'ont pas leur mot à dire. Pas de choix, pas de moyen d'échapper aux conséquences de décisions prises avant même leur naissance. La vermeraine est un boss des voies navigables royales. C'est une créature massive qui engendre sans cesse des petites larves, vous submergeant par le nombre. La vermeraine essaie simplement de protéger ses petits. Elle n'est pas infectée, pas corrompue, juste une mère défendant sa progéniture. Et vous devez la tuer ses enfants pour traverser les voies navigables. Le repère de la vermeraine grouille de larves. Elles sont partout et elles continuent d'affluer. Et la vermeraine continue d'en mettre au monde. C'est la tentative désespérée d'une mère pour protéger ses petits. Et c'est vain parce que vous êtes plus fort et que vous devez passer. Après la mort de la vermeraine, les larves de la zone deviennent passives. Elles n'attaquent plus. Elles sont juste là, orphelines, sans but, sans leur mère pour les protéger. Le défenseur du fumier, Ogrim, est l'un des 5 grands chevaliers. Il est loyal, enthousiaste, et il accomplit encore son devoir même après la chute du royaume. Ogrim garde les voies navigables royales, entretient les tunnels, maintient leur fonctionnement. Il fait cela seul depuis des années, peut-être des décennies, et il n'a jamais cessé, jamais abandonné, jamais remis en question l'utilité de sa tâche. Quand vous affrontez Ogrim, il est heureux. Il est enthousiaste à l'idée d'avoir un adversaire digne, excité de se mettre à l'épreuve, ravi de faire ce pour quoi il a été formé. Il n'est ni en colère, ni hostile.
Il est juste enthousiaste. Mais sous cette gaieté se cache de la tristesse. Ogrim sait que le royaume est tombé. Il sait que le roi Pâle est mort, que ses compagnons chevaliers ont disparu, dorment ou se sont transformés. Il sait qu'il est seul, que son devoir est devenu vain. Mais il persiste, parce que c'est ce qu'il fait, parce que c'est ce qu'il est, parce que s'arrêter reviendrait à admettre que tout ce à quoi il a consacré sa vie a disparu. Après votre victoire contre Grimm, vous le retrouvez dans son repère, et il est toujours jovial, toujours amical. Il vous respecte, reconnaît votre force, et il n'est pas amer d'avoir perdu. Il est juste là, accomplissant encore son devoir, étant encore lui-même. Dans le panthéon divin, vous pouvez combattre le défenseur blanc, une version onirique d'Ogrim au sommet de sa puissance. Il est plus fort, plus rapide, plus habile, et il est couvert de blanc au lieu de brun. C'est ce qu'il était quand Alonest était à son apogée, quand il était l'un des plus grands guerriers du royaume. Le contraste entre le défenseur blanc et Ogrim tel qu'il est aujourd'hui est saisissant. Le défenseur blanc est glorieux, puissant, un véritable chevalier. Le Ogrim, lui, est encore fort, mais il est seul, entretient des égouts couverts de crasse, l'ombre de ce qu'il fut. La loyauté d'Ogrim est absolue, et cette loyauté l'a maintenu debout, bien après que tous les autres ont abandonné. Mais elle l'a aussi piégé, enfermé dans un rôle qui n'a plus de sens, empêché d'avancer, de trouver une nouvelle raison d'être autre chose que ce qu'il était. La salle du trône du roi Pâle dans le palais blanc est vide. Le trône est là, orné et imposant, mais personne n'y siège. Le roi est mort, et le trône n'est plus qu'un meuble, un symbole d'autorité qui n'existe plus. Le palais blanc lui-même se trouve dans le royaume des rêves, accessible uniquement par un objet spécial. Ce n'est plus un lieu réel, c'est un souvenir, un rêve, le fantôme de ce qu'il fut autrefois. Le palais blanc est hérissé de scies rotatives et de pics, des pièges mortels qui vous tuent instantanément. C'est le palais du roi Pâle, et il est conçu pour tuer quiconque y pénètre. C'est une forteresse, une prison, un lieu qui repousse plutôt qu'il n'accueille. Le chemin de la souffrance est une zone secrète du palais blanc, et c'est l'un des défis de plateforme les plus difficiles du jeu. Il est brutal, impitoyable, et la plupart des joueurs y passent des heures. Au bout du chemin de la souffrance, votre récompense est un souvenir, juste un souvenir, une cinématique, un instant du passé. Pas d'objet, pas de bonus, pas de récompense mécanique, juste le savoir de ce qui s'est passé, juste la confirmation que le Hollow Knight n'a jamais été véritablement creux. Le chemin de la souffrance porte bien son nom. Il est douloureux à traverser, douloureux à vivre, et le souvenir au bout du chemin est douloureux à voir. C'est de la douleur de bout en bout, et la seule récompense est la compréhension, le savoir, la confirmation de la tragédie. Les moules royaux et les moules ailés sont des ennemis du palais blanc. Ce sont des constructions artificielles créées par le roi Pâle pour servir de garde et de serviteurs. Les moules sont vides, véritablement vides, d'une manière que les réceptacles n'ont jamais été. Ils n'ont aucune pensée, aucun sentiment, aucune volonté. Ce ne sont que des automates, suivant leur programmation, faisant ce pour quoi ils ont été créés. Le roi Pâle a réussi à créer les moules. Ils sont parfaitement vides, parfaitement obéissants, parfaitement fonctionnels. Mais il ne pouvait pas les utiliser pour contenir la radiance. Ah, parce qu'ils ne sont pas vivants, pas vraiment. Ce ne sont que des machines en forme d'insectes. Les réceptacles étaient insensés être comme les moules, vides, obéissants, fonctionnels. Mais les réceptacles étaient vivants, étaient nés, étaient des enfants. Et les enfants développent un esprit, des sentiments, des attachements.
Le plan du roi pâle a échoué parce qu'il a voulu faire des machines à partir d'êtres vivants, et les êtres vivants ne fonctionnent pas ainsi. Les moules sont ce que les réceptacles auraient dû être. Et le fait que les moules existent, que le roi pâle pouvait créer des êtres véritablement vides, rend la souffrance des réceptacles encore plus tragique. Il avait un modèle du vide parfait, et il a choisi d'utiliser des enfants vivants à la place. L'ombre est votre marqueur de mort. Quand vous mourrez, et vous laissez derrière vous une ombre, une version sombre de vous-même qui détient tout votre géo. Vous devez retourner à l'endroit de votre mort et vaincre votre ombre pour le récupérer. L'ombre est agressive, hostile, et elle vous attaque à vue. C'est vous, mais corrompu, dénaturé, retourné contre vous-même. Vous devez vous combattre vous-même pour récupérer ce que vous avez perdu. Si vous mourrez de nouveau avant de récupérer votre ombre, la première disparaît et tout ce géo est perdu à jamais. Le jeu vous punit pour avoir échoué 2 fois, pour ne pas avoir su reprendre ce qui vous appartenait, pour ne pas avoir été assez fort. L'ombre est une manifestation du vide. C'est ce que vous êtes sous la coquille, les ténèbres qui vous donnent forme, la chose que le roi pâle a voulu utiliser et contrôler. Chaque réceptacle a une ombre. Le Hollow Knight en a une, même si on ne la voit jamais. Les fratries dans l'abîme sont des ombres, ou elles le deviennent en mourant. Le vide est plein d'ombres, plein de cette obscurité qui était censée être vide, mais ne l'a jamais vraiment été. Le cri de l'abîme est un sort que vous apprenez dans l'abîme. C'est un hurlement puissant, une déflagration d'énergie du vide qui touche tout autour de vous. C'est l'une de vos capacités les plus redoutables, et elle vient de la partie la plus profonde et la plus sombre d'Hallownest. Le cri de l'abîme est la voix du vide. C'est un hurlement de rage, de douleur, d'existence. Le vide n'est pas vide, pas silencieux. Il a une voix, et cette voix est un cri. Quand vous utilisez le cri de l'abîme, vous canalisez la volonté du vide, son désir, sa rage. Vous n'utilisez pas simplement un sort, vous exprimez quelque chose de fondamental sur ce que vous êtes, sur ce qu'est le vide. Le vide veut exister. Il veut être reconnu, être unifié, être entier. Et le cri de l'abîme est sa déclaration d'existence, son refus d'être rien, son insistance à être quelque chose. Les créatures de sève vitale sont des êtres étranges que l'on trouve dans des zones cachées. Elles sont bleues, luminescentes, et elles vous donnent de la sève vitale, de la santé temporaire qui ne se régénère pas, mais offre une protection supplémentaire. Les créatures de sève vitale ne sont pas infectées, pas corrompues, ne font pas partie de l'écosystème normal d'Hallownest. Elles sont autre chose, quelque chose à part, quelque chose qui existe en dehors des catégories habituelles du royaume. Le noyau de sève vitale est un charme qui vous accorde de la sève vitale en permanence. Il est utile, protecteur, et il provient d'une zone cachée au fond de l'abîme, un endroit difficile d'accès et facile à manquer. La sève vitale est décrite comme le sang ancien, quelque chose qui existait avant le roi pâle, avant la radiance, avant Hallownest. Elle est primordiale, archaïque, et elle est toujours là, coule encore, offre encore la vie dans un royaume qui n'est presque plus que mort. Les créatures de sève vitale sont pacifiques. Elles n'attaquent pas, ne menacent pas, ne font rien d'autre qu'exister et offrir leurs dons. Dans un jeu saturé d'hostilité, elles sont un moment de pure bienveillance, quelque chose qui aide sans rien demander en retour. Mais elles sont aussi seules, cachées, oubliées. La plupart des joueurs ne les trouvent jamais, ne reçoivent jamais leurs dons, ne soupçonnent jamais leur existence. Elles offrent la vie dans un royaume mourant, et presque personne ne l'accepte. Les fidèles du prophète de Mousse sont des insectes des landes fongiques qui vénèrent l'infection. Ils ne sont pas infectés eux-mêmes, mais ils veulent l'être, l'attendent, prient pour que cela arrive,
Ces insectes ont choisi de voir l'infection comme un salut plutôt qu'une destruction. Ils ont contemplé l'effondrement du royaume et ont décidé que le don de pensée du roi pâle était le problème, que la conscience est souffrance, que l'unité de l'infection est préférable à la pensée individuelle. Ils n'ont pas entièrement tort. La conscience implique la souffrance, implique la conscience de la mortalité, mais implique la capacité de ressentir douleur et perte. Le don du roi pâle avait un prix, et ces insectes ont décidé que ce prix est trop élevé. Mais l'infection n'est pas le salut. Ce n'est pas un retour à l'instinct paisible, c'est de la corruption, de la souffrance, un état pire que la conscience comme l'instinct. Les fidèles du prophète de Mousse attendent une chose qui les détruira, et ils ne comprennent pas ce qu'ils demandent. L'éternel Émilicia est une statue dans la cité des larmes. C'est un mémorial dédié à une certaine Émilicia, et des insectes viennent y prier, y déposer des offrandes, se souvenir. On ne sait jamais qui était Émilicia. Le jeu ne le dit pas. Elle n'est qu'un nom sur une statue, quelqu'un qui a compté assez pour être immortalisé, quelqu'un qu'on a désormais oublié, à l'exception de ce monument de pierre. La statuesque est nommée éternelle, mais rien n'est éternel à Hallownest. Le royaume s'effondre, la cité se vide, et un jour il ne restera plus personne pour se souvenir d'Émilicia, plus personne pour prier devant sa statue. La statue demeurera, mais sans personne pour se souvenir de sa signification. Ce ne sera plus que de la pierre. La mémoire meurt même si le monument survit. C'est la tragédie des monuments. On les bâtit pour durer éternellement, pour préserver la mémoire, mais la mémoire requiert des gens. Sans personne pour se souvenir, les monuments ne sont que des objets, de la pierre et du métal, des choses qui existent sans signification. Hallownest est plein de monuments, statues, plaques, mémoriaux, et ils deviennent tous dénués de sens, parce que les gens qui savaient ce qu'ils signifièrent sont partis, et ceux qui restent ne s'en soucient plus. La Maison des Plaisirs dans la Cité des Larmes est un bâtiment dont la fonction n'est jamais expliquée. Il est juste là, avec un nom qui suggère quelque chose, mais le jeu ne dit jamais à quoi il servait, ce qui s'y passait, ce qu'il signifiait. Milibel se cache dans la Maison des Plaisirs après avoir volé votre géo. C'est un abri, un endroit à peu près vide, un lieu qui a perdu sa vocation première. L'ambiguïté est sa propre forme de tristesse. Hallownest avait une maison des plaisirs, un endroit pour quoi que cela signifie, et maintenant ce n'est plus qu'une cachette pour une voleuse, un bâtiment vide de plus dans une cité mourante. Les lieux de repos sont une zone dédiée aux morts. C'est un cimetière, un mémorial, un endroit où les insectes venaient honorer ceux qui étaient en partie. Les lieux de repos sont calmes, paisibles, peuplés de fantômes. Les esprits des morts y persistent, sans hostilité, juste, présents. Ils se reposent, ou ils sont piégés, ou ils attendent quelque chose. Les sanctuaires des rêveurs sont dans les lieux de repos. C'est là que vous allez briser les sceaux, tuer les rêveurs, mettre fin à leur sommeil éternel. Il est approprié que ce soit dans un cimetière, puisque vous les tuez. Au fond, vous mettez fin à leur existence pour progresser. Les lieux de repos ont une station de cerf, et le cerf qui la dessert parle du peu de passagers qu'il a désormais, de la façon dont le royaume s'est vidé, du fait qu'il est l'un des derniers cerfs encore en activité. Les cerfs sont une espèce qui assurait le transport à travers Hallownest. Ils desservaient les stations de cerf et reliaient les différentes zones, facilitaient les déplacements. Ils étaient une infrastructure essentielle et maintenant ils ont presque disparu. Le dernier cerf est le seul que vous rencontrez encore vivant et actif. Il parle des autres cerfs, de leur disparition, du fait qu'il est le dernier, du fait qu'il continue à travailler parce que c'est ce qu'il fait.
Le dernier cerf est seul. Il est reconnaissant quand vous utilisez les stations de cerf, reconnaissant de la compagnie, reconnaissant d'avoir de nouveau une utilité. Il parcourt des itinéraires vides depuis des années, entretient un réseau de transport que plus personne n'utilise. Quand vous débloquez toutes les stations de cerf, le dernier cerf est heureux. Il a accompli sa mission, relié toutes les stations, fait ce que les cerfs sont censés faire. Mais il est toujours seul, est toujours le dernier de son espèce, parcourant toujours les routes d'un royaume mourant. Le nid des cerfs est une zone cachée où l'on peut trouver les restes d'autres cerfs. Ils sont morts, leur coquille vide, et le dernier cerf est le seul survivant. Le dernier cerf ne parle pas du nid, ne reconnaît pas la mort des autres cerfs. Il continue simplement à travailler, à parcourir ses itinéraires, à être ce qu'il est. Mais il sait qu'il est le dernier, et il continue quand même. La clairière des esprits est une zone cachée dans les lieux de repos. C'est un endroit beau et paisible, peuplé d'esprits, et il y a là un mémorial, une statue du Hollow Knight. Les esprits dans la clairière sont en paix. Ils ne sont ni hostiles ni souffrants, juste là, au repos, enfin au repos après ce qu'ils ont traversé de leur vivant. Tel le mémorial du Hollow Knight est prématuré. Le Hollow Knight n'est pas mort. Il est scellé dans le temple de l'œuf noir, en train de souffrir. Mais quelqu'un a quand même bâti ce mémorial, l'honorant comme s'il était mort, comme si son sacrifice était accompli. Le mémorial est à la fois un hommage et un mensonge. Il honore le sacrifice du Hollow Knight, mais il prétend que ce sacrifice a fonctionné, que le Hollow Knight a réussi, que tout va bien. Et rien de tout cela n'est vrai. Le Hollow Knight souffre encore, échoue encore, se brise lentement sous le poids de la radiance. Le mémorial est une fiction confortable, un moyen pour le royaume de faire comme si le problème était résolu, de faire comme si le sacrifice en avait valu la peine. Mais l'infection se propage, les sceaux lâchent, le Hollow Knight se brise. Et le mémorial se dresse là, honorant un succès qui n'a jamais eu lieu, un sacrifice qui n'a pas suffi. La pleureuse grise est Zémer, l'une des 5 grands chevaliers. Elle vit dans les lieux de repos vêtue de gris, en deuil de quelqu'un qu'elle aimait. Zémer vous demande de livrer une fleur délicate sur une tombe dans les jardins de la reine. La fleur est d'une fragilité extrême. Elle se brise si vous prenez le moindre dégât, si vous utilisez une station de cerf, si vous n'êtes pas assez prudent. Le trajet pour livrer la fleur est l'une des quêtes les plus exigeantes du jeu. Non pas à cause de la difficulté du combat, mais en raison du soin qu'elle nécessite. Il faut avancer lentement, prudemment, en évitant tout dommage, en protégeant quelque chose de fragile à travers un monde dangereux. La tombe se trouve dans les jardins de la reine, et elle n'est marquée que par la fleur que vous y déposez. On ne sait jamais qui y est enterré, qui Zémer aimait, pourquoi cette personne repose dans les jardins. Mais on sait que Zémer l'aimait assez pour porter le deuil pendant des années, assez pour demander à un inconnu de porter une fleur à travers un royaume en péril, assez pour se vêtir de gris et se faire appeler la pleureuse grise. Zémer était un grand chevalier, l'une des plus fines guerrières du royaume, et maintenant elle est une endeuillée, entièrement définie par sa perte, par la personne disparue, par l'amour qui persiste après que tout le reste a été arraché. Quand vous livrez la fleur, Zémer est reconnaissante. Elle vous offre une récompense, vous remercie, et elle est toujours en deuil, toujours grise, toujours définie par la perte. La fleur ne répare rien, ne ramène personne, ne met pas fin au deuil. C'est juste un geste, un petit acte de souvenir dans un royaume qui oublie tout. La fleur délicate elle-même est un mystère. On la décrit comme la fleur du roi pâle, quelque chose qui ne devrait pas exister.
quelque chose d'une fragilité et d'une beauté impossible. La fleur incarne tout ce que le roi pâle a essayé de créer, la beauté, la fragilité, quelque chose qui exige soin et protection pour survivre. C'est une métaphore parfaite d'Alonest lui-même, une civilisation belle et fragile qui n'a finalement pas pu survivre aux forces qui se dressaient contre elle. Vous pouvez offrir la fleur délicate à plusieurs personnages, et chacun réagit avec émerveillement, gratitude, conscience de recevoir quelque chose de précieux. La fleur est un cadeau, un geste d'attention, une petite beauté dans un monde en décomposition. Mais la fleur finit toujours par mourir. Elle est trop fragile pour durer, trop délicate pour survivre. Comme Hallownest, comme le rêve du roi pâle, comme tout ce qui est beau dans ce royaume, la fleur est éphémère, condamnée, destinée à se faner. Le DLC Godmaster ajoute le Panthéon des dieux, où l'on peut combattre n'importe quel boss du jeu à différents niveaux de difficulté. C'est un mode défi, un moyen de se mesurer à soi-même, d'expérimenter le combat du jeu à l'état pur. Mais le Panthéon des dieux est aussi un mémorial. Chaque boss a une statue, et quand vous le battez, la statue change, reconnaissant votre victoire. Vous bâtissez une galerie d'adversaires vaincus, un monument à votre puissance. Les boss du Panthéon des dieux sont des rêves, des souvenirs, des échos. Ce ne sont pas les vrais boss. Ceux-là sont morts, scellés ou transformés. Ce ne sont que des reconstitutions, des ombres, des choses qui n'existent que dans le Panthéon. Les combattre, c'est combattre des fantômes. Vous affrontez les souvenirs de choses qui n'existent plus. Vous prouvez votre valeur contre des échos. Vous terrassez des ombres. C'est une façon de dialoguer avec le passé d'Alonest, sans pouvoir le changer, sans pouvoir sauver personne. Les panthéons sont des gantelets de boss, de longues séquences de combats qui mettent à l'épreuve votre endurance et votre maîtrise. Ils sont d'une difficulté redoutable, et les compléter tous est l'un des plus grands défis du jeu. Le Panthéon d'Alonest est l'épreuve ultime, à une séquence de 42 boss s'achevant par la radiance absolue. Il faut des heures pour en venir à bout, exige une exécution parfaite, et la plupart des joueurs n'en voient jamais la fin. Mais compléter le Panthéon ne change rien au jeu principal. C'est un défi pour lui-même, une épreuve de maîtrise, une façon de prouver que vous avez véritablement dominé Hollow Knight. La récompense, c'est l'accomplissement en soi, le savoir de l'avoir fait. C'est approprié pour Hollow Knight. Le jeu est plein de défis qui ne changent pas l'issue, plein d'efforts qui ne sauvent personne, plein de victoires qui sonnent creux. Vous pouvez maîtriser chaque boss, compléter chaque défi, atteindre la perfection, et le royaume est toujours en ruine. Les gens sont toujours morts, la tragédie est toujours tragique. Votre habileté ne répare rien. Elle vous permet seulement de contempler la tragédie plus complètement, de la comprendre plus profondément, de l'appréhender plus pleinement. Vous devenez plus fort, mais la force ne sauve pas Hallownest. Rien ne sauve Hallownest. Le royaume est condamné dès le départ. Le plan du roi pâle avait échoué avant même le début du jeu. L'infection se propageait déjà, les sceaux faiblissaient déjà, l'effondrement était déjà inévitable. Vous arrivez trop tard pour sauver quoi que ce soit. Vous pouvez mettre fin à l'infection, libérer le Hollow Knight, vaincre la radiance, mais vous ne pouvez pas restaurer le royaume, ramener les morts, défaire les dégâts déjà infligés. Hollow Knight est un jeu sur le fait d'arriver trop tard, d'être témoin de l'après-coup, de traverser des ruines en essayant de comprendre ce qui s'est passé. Et vous n'êtes pas un sauveur, vous êtes un témoin, un endeuillé, quelqu'un qui voit ce qui a été perdu et l'honore en s'en souvenant. C'est la tristesse au cœur de Hollow Knight. Non pas que des choses terribles arrivent, mais qu'elles sont déjà arrivées. Non pas que les gens meurent,
mais qu'ils sont déjà morts. Non pas que le royaume tombe, mais qu'il est déjà tombé. Vous marchez dans un cimetière, et tout ce que vous pouvez faire, c'est rendre hommage, honorer ce qui fut et tenter d'empêcher l'effondrement final. Vous ne pouvez pas sauver Hallownest, mais vous pouvez mettre fin à ses souffrances, lui offrir une mort propre au lieu d'une lente décomposition. Et peut-être que c'est suffisant. Peut-être qu'être témoin suffit, que se souvenir suffit, que se soucier suffit. Et peut-être que le royaume n'a pas besoin d'être sauvé. Peut-être qu'il a juste besoin d'être honoré, d'être vu, qu'on se souvienne de lui tel qu'il était. C'est ce que nous avons fait ce soir. Nous avons traversé Hallownest, nous avons été témoins de ses tragédies, nous avons honoré ses pertes. Nous nous sommes souvenus de l'échec du roi pâle, de la souffrance du Hollow Knight, de la mort des citoyens, de la chute du royaume. Nous avons tout vu, nous nous en sommes souciés, et ça compte. Même si nous ne pouvons rien changer, même si nous ne pouvons rien réparer, même si nous ne pouvons sauver personne, nous en avons été témoins. Nous nous sommes souvenus. Nous avons honoré le royaume déchu en prêtant attention à la façon dont il est tombé. Et maintenant, enfin, nous pouvons nous reposer. Laissez votre souffle ralentir complètement. Laissez la tristesse se déposer en quelque chose de supportable, quelque chose qui peut exister sans vous submerger. Hallownest est triste, ses faits sont tristes, mais la tristesse n'est pas synonyme d'absurdité. Le royaume a compté, les gens ont compté, les histoires comptent. Elles comptent parce qu'on s'en souvient, parce qu'on s'en soucie, parce qu'on accepte de s'asseoir avec la tristesse et d'honorer ce qui a été perdu. Dormez maintenant, laissez le royaume se reposer, laissez les fantômes se taire, laissez la tragédie être accomplie. Vous avez été témoin de la chute d'Hallownest. Vous avez honoré sa mémoire. Vous avez aimé un royaume fictif assez pour passer des heures à écouter ses vérités les plus sombres. Et cet amour compte. Ce qui compte, c'est que vous soyez là, que vous ayez écouté et que vous ayez laissé ces histoires tristes vous toucher. Ce qui compte, c'est que vous acceptiez de ressentir de la tristesse pour des choses qui n'ont jamais existé, pour des êtres qui n'ont jamais été réels, pour un royaume qui n'était que pixels et lignes de code, parce que c'est ce que font les histoires. Elles nous font nous soucier de choses qui ne sont pas réelles, ressentir pour des gens qui n'ont jamais existé, pleurer des royaumes qui ne sont jamais tombés parce qu'ils n'ont jamais été bâtis. Et en nous en souciant, en ressentant, en pleurant, nous les rendons réels. Nous leur donnons du sens. Nous les honorons en les laissant compter pour nous. Hallownest compte parce que vous avez eu la patience d'écouter tout ceci. Le Hollow Knight compte parce que vous avez ressenti de la tristesse pour sa souffrance. L'échec du roi pâle compte parce que vous en avez compris la tragédie. Ces choses sont réelles parce que vous les avez rendues réelles en vous en souciant. Et maintenant, vous pouvez vous reposer en sachant que vous avez honoré un royaume déchu, que vous avez été témoin de sa tragédie, que vous lui avez donné du sens en y prêtant attention. Bonne nuit. Le royaume est calme maintenant. L'infection a pris fin, ou pas, mais quoi qu'il en soit, l'histoire est racontée, les faits sont connus, la tristesse est reconnue. Vous n'avez pas à tout porter. Vous pouvez lâcher prise, laisser tout se déposer, laisser cela devenir un souvenir plutôt qu'un poids sur vos épaules. Les ruines seront encore là demain. Le jeu sera encore là. La tristesse sera encore là. Mais vous n'avez pas à tout garder en vous en ce moment. En ce moment, vous pouvez simplement vous reposer. Laissez Hallownest s'effacer dans l'obscurité douce. Laissez les fantômes se taire. Laissez la tragédie être tragique sans vous consumer. Vous en avez assez fait. Vous en avez assez vu. Vous vous en êtes assez soucié.
Maintenant, dormez. Le royaume garde son silence, le vide est immobile, la radiance a disparu, et vous êtes là, au repos, en train de lâcher prise, vous laissant glisser dans la même obscurité paisible qui recouvre enfin, par miséricorde, à l'honnête. Bonne nuit. Le royaume déchu vous remercie de vous être souvenu. Reposez-vous maintenant. La tristesse peut attendre le matin. Dormez.